Et maintenant, Jean-Marie Laforgue, le film de l'exploit. Et quand je dis l'exploit, le film aussi des coulisses de l'exploit selon la formule consacrée. Parce que rien ne va vous être caché. Tout, absolument tout, vous sera montré. À Paris circulent chaque jour plus de 3 millions de véhicules et le bilan est lourd. Presque 1500 accidents et accrochages quotidiens. C'est au cœur de cette circulation, d'où le danger peut surgir à chaque seconde, qu'un homme va conduire une moto en aveugle, les yeux bandés, la tête recouverte d'une cagoule. Les experts qui l'ont suivi pensaient que c'était impossible. Je m'appelle Philippe Monneret, j'ai gagné les 24 heures du Mans, 3e du championnat du monde d'endurance, et ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Cet exploit, il va le tenter sur cette puissante moto de 750 cm3, un monstre d'acier difficile à manier, même pour les motards avertis. Cet homme s'appelle Jean-Marie Laforgue. Il a 38 ans et c'est avec sérénité qu'il va affronter l'impossible. Pour cela, il va se préparer mentalement pendant plus de 10 heures. Comment croire que la méditation donne le pouvoir de conduire un tel bolide dans le noir le plus total? Selon lui, il tient son secret d'une tradition très ancienne. Je suis un monsieur qui travaille dans les sciences tibétaines, dans la maîtrise de l'esprit, dans le fait de pouvoir contrôler certains phénomènes dits paranormaux qui pour nous sont normaux, que malheureusement les gens n'utilisent pas. À cet âge, j'ai rencontré un monsieur qui lui a vécu pendant 20 ans au Tibet, qui pendant de nombreuses années m'a appris à maîtriser ses facultés en évitant de cette manière qu'elles se retournent contre moi-même. Pour parvenir à contrôler peu à peu ses énergies, Jean-Marie va devoir se plier à une discipline très stricte, une absolue concentration et un jeûne total. Alors peut commencer son étrange voyage. À partir du moment où je rentre dans ma pièce de méditation, je commence à préparer mon esprit et mon corps. Je commence par calmer tout ce qui est le système respiratoire, à débloquer tous mes centres énergétiques, ce qu'on appelle bien souvent les chakras. Donc je suis obligé de faire des exercices de respiration, de méditation, apprendre à relâcher totalement mon corps, pour qu'il n'y ait aucun stress pendant l'expérience. Et ça nécessite entre 10 et 12 heures de préparation. Le mercredi 4 janvier 1994, à 14h15, après une nuit de méditation, Jean-Marie est prêt à affronter le flot ininterrompu de la circulation parisienne. Pour lui, la peur n'existe plus. Le mécanicien Alain Ramel est en charge de la moto. Il la transporte jusqu'au lieu du rendez-vous. Je suis à l'origine de la préparation de Jean-Marie Laforgue et du choix de la machine de Jean-Marie Laforgue. Alors ce choix peut surprendre un peu aujourd'hui, puisque c'est une machine très difficile à conduire, et Jean-Marie Laforgue n'est jamais monté sur cette machine. Et conduire une machine dans telle condition, c'est un truc de dingue, parce que c'est très difficile, la conduite de la moto, mais en plus équipé comme il est en conduite aveugle, moi je le suis depuis un bout de temps, je ne comprends pas, ça m'angoisse, c'est fou. Au même moment, Maître Lotte, huissier de justice à Paris, apporte les objets qui vont servir à masquer la vue de Jean-Marie Laforgue. Il les a en sa possession depuis 24 heures, et après les avoir examinés, il les a mis sous scellés et les a enfermés dans un coffre. Personne n'a pu y toucher. À 14h20, Maître Lotte ouvre l'enveloppe. J'ai préalablement vérifié et contrôlé la cagoule, le sparadrap, le bandeau, constaté leur effective opacité, et je les ai ensuite placés sous scellés qui ont été ouvertes devant vous. Et tous ces accessoires, même pris indépendamment, empêchent absolument toute vision. Il est vrai que la multiplicité de ces accessoires, leur redondance, confère un caractère un petit peu spectaculaire à l'expérience, mais celle-ci aurait parfaitement pu se dérouler si seul le sparadrap et le bandeau avaient été apposés. Même voir la cagoule seule aurait permis à lui empêcher toute vision au cours de sa conduite. 14h25, Jean-Marie Laforgue arrive au lieu de rendez-vous.
Il ne semble absolument pas nerveux. Son calme est étonnant. Il va rencontrer l'huissier pour la première fois et procéder à l'équipement qui le rendra complètement aveugle. Jean-Marie Laforgue, Maurice Note, huissier de justice, Philippe Monneray. Bonjour. Bien, monsieur Laforgue, je vous représente les différents accessoires qui vont être nécessaires pour cette opération. Et je vais vous demander dès maintenant de bien vouloir vous équiper. Si vous me faites passer le sparadrap. Avant que Jean-Marie ne se colle le sparadrap sur les yeux, notre ingénieur du son va y glisser 2 micros qui ont également été contrôlés par l'huissier. L'un sur le front, l'autre près de la bouche. Si ces micros peuvent nous permettre d'entendre les impressions de Jean-Marie tout au long du parcours, ils ne peuvent en aucun cas servir à lui transmettre des informations. Puis, Maître Lotte va faire des marques au feutre rouge pour pouvoir constater à la fin du parcours si le sparadrap a été déplacé ou s'il est toujours exactement à la même place. Mes cotons. Coton. Sur le sparadrap, Jean-Marie va ajouter une importante épaisseur de coton. Ces 2 éléments suffisent déjà à le plonger dans le noir le plus total. Pourtant, il va y ajouter un bandeau noir que Philippe Monneray va lui-même mettre en place. À partir de ce moment, Jean-Marie va retrouver le niveau de concentration dont il a besoin en utilisant une technique de respiration très spéciale. Dès qu'il estimera que sa concentration est suffisante, il enfilera le dernier élément, une cagoule totalement opaque. Puis, croisant ses mains tout en contrôlant sa respiration, Jean-Marie recentre ses énergies. Et soudain, il est prêt. Il part et se dirige sans hésitation vers la sortie. Après vérification complète de la moto, nos techniciens y ont installé 2 caméras miniaturisées. Cette moto, Jean-Marie ne la connaît pas et il ne l'a jamais conduite. Ok, tu peux t'asseoir sur la moto, Jean-Marie. L'ingénieur du son branche les câbles des micros placés sur le visage de Jean-Marie Laforgue. Tout est prêt pour le départ et sous nos yeux ébahis, Jean-Marie démarre. Premier croisement. Si Jean-Marie continue tout droit, il percute la camionnette rouge à gauche. Incroyable, il l'a évité. Il arrive maintenant porte Dauphine. Selon l'itinéraire que nous lui avons précédemment montré sur une carte, il sait qu'il doit tourner à droite et prendre l'avenue Foch. Et il le fait, sans ralentir. Il se permet même d'accélérer. Au prochain croisement, il y a un feu rouge. Comment va-t-il se comporter ? Voilà, nous allons arriver un peu, nous ralentissons. Nous repartons. Jean-Marie semble avoir du mal à respirer. L'effort qu'il fournit le fatiguerait-il déjà alors que le plus dur reste à faire ? Nous approchons de l'étoile. Nous passons le feu vert. Comment peut-il savoir que le feu est vert et qu'il peut accélérer ? Passage spécial. Passage de l'étoile. Nous allons nous engager maintenant à l'étoile. Une voiture.
aspiré par des voitures. Ça y est, Jean-Marie est place de l'Étoile, l'un des endroits les plus redoutés par les automobilistes et les motards, tant la circulation y est dense et difficile à prévoir. Pourtant, là encore, Jean-Marie se dirige sans hésiter vers le chemin prévu, les Champs-Élysées. Non, c'est bien. À aspirer. On en sort à l'essence. Je double des voitures. Je sais que c'est quand même. Attendant le feu vert pour partir, il y a une voiture avec son gyro qui clignote devant. Orange. Non, il faut filer entre les voitures. Une voiture qui me sert. Doublon sur la gauche. On va faire des chalumeaux de tête. Ici. Contre ce secteur-là. Monsieur Camargue dans le taxi. Un autre monsieur qui circule à côté. Bonjour. Au niveau de la tête. Je monte pour la voie de bus. Il semble que le manque d'air provoque à Jean-Marie de violents maux de tête. Faites bien attention. Jean-Marie va être confronté à un automobiliste qui va lui faire une queue de poisson. Regardez bien la voiture grise sur la gauche. Jean-Marie a réussi à l'éviter. Il arrive maintenant à la place de la Concorde et tourne à droite. Mais c'est pas gentil les chars. C'est une queue de poisson. Il laisse la Concorde à gauche et se dirige vers les quais tout en doublant un camion blindé. Que se passe-t-il? Jean-Marie ralentit. Il semble avoir des difficultés à conduire la moto. Il est sur le point de s'arrêter. Mais non, il repart. Il semblerait que l'effort de concentration soit de plus en plus difficile à soutenir. Jean-Marie quitte les quais pour rejoindre la place du Trocadéro, se faufilant entre les voitures. Il remarque tout, même les piétons qui traversent au vert. Pourtant, il ne voit rien. Boulevard Lannes, nous lui demandons de s'arrêter. Jean-Marie n'était pas prévenu de l'endroit où nous lui imposerions de changer de véhicule. Il va devoir conduire maintenant notre voiture. L'ingénieur du son débranche les câbles des micros que nous avons installés sur le visage de Jean-Marie. Il se dirige sans aucune hésitation vers la voiture. Jean-Marie se concentre et recentre ses énergies.
Maître Lotte, l'huissier qui le suivait en moto, ne le quitte pas des yeux. Quelques secondes suffisent. Jean-Marie est prêt, il monte dans le véhicule. Vous voulez, on attaque? Quatre passagers avec lui. L'huissier, le réalisateur, un caméraman et l'ingénieur du son. Ils restent silencieux. Ils n'ont jamais été conduits par un homme aveuglé. Jean-Marie freine et change de vitesse. Les passagers n'emmènent pas large. Pour revenir au lieu de départ, il doit négocier un tournant assez délicat. Voilà, c'est fini. Jean-Marie a passé toutes les épreuves. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il recommence à pleuvoir là. Je préfère la refaire vite. On refait. Il pleut, Didier, il pleut. Tu veux le refaire? Au moins on met l'étoile et... Ok, on refait l'étoile, on refait. Jean-Marie nous avait dit que faire la place de l'étoile en entier et en aveugle était l'un de ses grands rêves. Et le voilà reparti, juste pour le plaisir. Il fait un sans faute pour ce dernier tour de piste. Un dédale de véhicules venant de tous côtés. Enfin, il reprend l'avenue Foch. Et puis tout à coup, il ralentit, sans raison apparente. Quelque chose ne va pas. Jean-Marie s'arrête. L'huissier est tout de suite près de lui pour le surveiller. Jean-Marie est épuisé. Il n'arrive pas à reprendre son souffle. Son visage émacié nous inquiète. Nous l'avons ramené en voiture à la base de départ. L'huissier peut maintenant procéder à l'enlèvement des objets qui l'aveuglaient. Les marques n'ont pas bougé. Le sparadrap est identique à celui qui a été refusé. Et il n'a été en aucune manière déplacé. Vous savez? Oui. Jean-Marie garde les yeux fermés, comme s'il ne pouvait les ouvrir après avoir été si longtemps dans le noir. Puis, l'huissier va le déshabiller pour vérifier qu'il n'a rien caché sur lui qui aurait pu l'aider ou le guider durant l'incroyable voyage. Voilà. Maître Lotte inspecte aussi les cheveux et les oreilles de Jean-Marie. J'ai constaté de façon tout à fait officielle les conditions dans lesquelles l'expérience s'est déroulée. Elles se sont déroulées, de mon point de vue, sans aucune aide extérieure pour Jean-Marie Laforgue, sans aucune supercherie ou trucage apparent. Pour ma part, en tant qu'huissier de justice, mon rôle s'arrête là. Philippe Monneret nous donne ses impressions à chaud. Moi, quand je suis parti, j'étais vraiment sceptique. Là, je dois dire que je suis bluffé parce que il voyait pas. Hein, c'est sûr, il a conduit. Alors, avant, j'ai essayé bien sûr la cagoule, noir complet, donc c'est pour moi impossible de rouler dans ces conditions. Mais là, je suis vraiment impressionné. Comment expliquer que Jean-Marie Laforgue arrive à conduire une moto et une voiture sans voir? Selon lui, c'est grâce aux nombreuses années qu'il a consacrées à la maîtrise de ses énergies et à la méditation qu'il peut sortir de son corps et voir autrement. Une sortie de corps, c'est le fait de pouvoir sortir son corps énergétique qu'on appelle le corps astral du corps. Alors là, c'est une sortie partielle, ce qui fait qu'on ne peut pas sortir la totalité, sinon le corps physique ne pourrait plus véhiculer.
les gens, bon, ça les fasse rêver, c'est une belle chose. Que les gens y croient, c'est une bonne chose. Qu'ils n'y croient pas, bon, je crois que ça c'est leur problème. Mais qu'au fond d'eux-mêmes, qu'ils soient amenés à se poser des questions. Et je crois qu'à partir du moment où on se pose des questions, eh bien, un beau jour on arrivera à trouver une image, une vérité. Voici celui que vous venez de voir donc dans son périple à travers la circulation parisienne, nous rejoint du fond de ce plateau, encagoulé, et je suppose, Maître Callot, vous pouvez l'attester, c'est-à-dire sparadrap, coton, bandeau et encagoulé, appareillé de la même façon que dans le film que l'on vient de voir. Tout à fait, il est parfaitement possible de voir ni à travers le sparadrap, ni à travers le coton, ni à travers la cagoule. Ranqui, qui préside un comité d'expérimentation et d'expertise des phénomènes paranormaux, qui est illusionniste, ainsi que son confrère Claude Géraldi, exprime des doutes et nous disent que beaucoup d'illusionnistes, de magiciens entre guillemets, mais de music hall, sont capables d'effectuer les mêmes performances que Jean-Marie Laforgue. Alors, sous le contrôle de Maître Callot, je vais demander à Ranqui, et je vais vous prendre votre micro, de désappareiller, de décagouler Jean-Marie Laforgue et de nous dire si au moins pour ce qui concerne cet appareillage destiné à aveugler Jean-Marie Laforgue, sous le contrôle de Maître Callot, vous acceptez qu'effectivement ça le rend complètement aveugle. Alors, cette cagoule rend effectivement Monsieur Laforgue complètement aveugle, étant donné que c'est nous qui avons fourni cette cagoule. Voilà. Au dernier moment, on a changé la cagoule, ça c'est sûr. C'est le premier acte de contre-expertise de nos amis illusionnistes. Ils ont demandé pour ce court trajet, il faut vous reconnaître, très court, à Jean-Marie Laforgue de prendre une cagoule qu'ils ont eux-mêmes fournie. Voilà. Parce que vous doutiez de l'opacité de sa cagoule à lui. Écoutez, je profite qu'il y a un public très large. On va essayer de dire les choses très clairement, hein, comme il se doit. Vous voulez certainement me poser la question de savoir si le bandeau est truqué. Eh bien, non. Il n'est pas truqué non plus. Bon, on lui enlève le bandeau. On l'a eu toute l'après-midi en notre possession. Oui, voilà, c'est ça. Ça n'est pas truqué. Le coton n'est pas truqué non plus. On constate que le... Oui, doucement, c'est Jean-Marie qui le préfère. Peut-être qu'on lui enlève d'un seul coup sec, non, le sparadrap n'a pas bougé. Bon, alors, vous nous dites finalement qu'il y a peut-être un truc. Bien sûr, bon, c'est 8-10 mètres à la rigueur. Et tout est là. Mais vous avez vu le film? Tout est là. Oui, mais sans nous, c'est un petit peu dommage. Le film, on ne peut pas le retenir, étant donné que vous nous invitez à visionner ce film après, alors que nous aurions dû être là avant. Les choses se seraient peut-être passées différemment. Est-ce que ça veut dire que vous ou un de vos confrères, Claude Géraldi Ranqui, aurait pu effectuer le même parcours, appareillé de la même façon que Jean-Marie Laforgue? Absolument. Ça se fait généralement avec une voiture décapotable. Bon, la moto, on nous a proposé de le faire, mais on ne conduit pas de moto, c'est dommage. Alors écoutez, moi je voudrais dire deux choses, parce qu'on ne va pas passer notre soirée sur cette controverse. Non, mais je vous fais une proposition honnête. Je vous fais une proposition honnête, mais d'abord, devant les téléspectateurs qui viennent de voir le film et devant le public qui est sur le plateau de Mystère, je suis obligé quand même de constater que vous mettez en doute l'honnêteté de la production de Mystère. Pas du tout. Car Jean-Marie Laforgue avait 9 caméras. Oui, bien sûr. Alors, dont à tout moment, il y en avait au moins 2 ou 3 sur lui. Mais j'ai expliqué... Aucun de ses faits et gestes n'a échappé à ces caméras. Tout à fait. Vous avez raison. Votre bonne foi n'est absolument pas à mettre en doute. On pourra refaire une expérience similaire, si vous le voulez, dans les conditions qui sont les nôtres, de la même façon, et les caméras filmeront la même chose. Ah ben moi, je vous fais une proposition. Allez-y. On refait un trajet analogue à celui qu'il a fait en moto dans Paris. Paris tenu. Paris tenu. On vous fait la promesse morale que s'il n'y a pas de truc, tout au moins si on ne voit rien, on a l'honnêteté de vous le dire. On prend rendez-vous et puis Ranqui va quand même nous faire le coup de la cagoule. On peut quand même partir par là, quoi. Puis c'est tout. Alors je vois un caméraman, là je vais lui rentrer en plein dedans. Hein, voilà. Ah, mais il n'était pas à moto, Bon, vous allez au fond, hein, vous allez au fond du studio, hein, Ranqui. Voilà. Alors à moi, vous allez me mettre les autres. Ceci dit, j'avais un bandeau de relaxation et j'ai proposé la même chose tout à l'heure.